Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider en allant sur Tipeee, Patreon, PayPal, Telegram payant. Voilà, vos dons sont importants. Ça nous permet d'augmenter la qualité, le contenu de notre site internet stratpol.com. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus aussi. On a énormément d'articles. On monte en puissance de ce côté-là. Également, procurez-vous Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, pour comprendre la phase dans laquelle on est, puisque effectivement la victoire de la Russie était prévisible, que ce soit contre l'Ukraine, qui en fait a été actée en avril 2022, ou contre l'OTAN, dont on vit visiblement les derniers moments de cette guerre de la Russie contre l'OTAN. Et puis, bien sûr, le livre noir de la gauche française qui explique pas mal de choses sur le cycle qu'on est en train de vivre en ce moment dans notre pauvre France, qui souffre énormément et qui malheureusement n'aura pas fini de souffrir. Voilà. Abonnez-vous à notre partenaire Géopolitique Profonde. Donc, en ce qui concerne Géopolitique Profonde TV, j'ai réalisé plusieurs interviews qui vont être petit à petit mises en ligne. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et dans le prochain numéro de Géopolitique Profonde, le magazine, je publierai un article sur une mise à jour en fait de ce que j'ai appelé le père de tous les mensonges, c'est-à-dire la destruction par l'Ukraine, la destruction délibérée par le régime de Kiev soutenu par Washington du Boeing MH17, voilà, le Boeing malaisien. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à cette excellente revue. J'espère que vous apprécierez la vignette du numéro 240 de ce bulletin. Donc évidemment, j'ai fait allusion à deux choses. La première chose, c'est cette gifle humiliante qu'a pris Emmanuel Macron dans la figure par Brigitte Macron, donc ce qui est le symbole pour moi évidemment d'une fin de régime où plus rien n'est contrôlé, où tout le monde raconte tout et n'importe quoi. On a d'abord prétendu, comme avec le sachet de poudre blanche, de farine, que c'était une image manipulée par ordinateur, et puis finalement c'était les médias russes, et puis finalement en fait on n'en sait rien. Tout le monde ment à tout le monde, donc évidemment le régime est en train de perdre le contrôle, tout simplement, de perdre le contrôle de soi-même, de perdre le contrôle du pays. C'est pour ça qu'il se radicalise et qu'on a eu le droit donc à cette loi qui bien sûr allait être prise. La gauche est tellement dominante parmi la classe dirigeante française qu'ils peuvent faire passer à peu près n'importe quoi. J'attends bientôt l'euthanasie dans la Constitution, pourquoi pas, bientôt la pédophilie, au point où on en est. De toute manière, le programme, encore une fois, révolutionnaire qui a été mis en place dès 1789, je rappelle que le marquis de Sade est président de la section des Piques où se trouve Robespierre. Donc la transgression sexuelle, la transgression des mœurs et puis surtout la destruction du christianisme, c'est la seule chose qui leur reste aujourd'hui. La gauche a échoué, son programme économique est en train de s'écrouler, on va le voir dans cette vidéo, et donc il ne leur reste plus que finalement les ultimes transgressions, ce qu'ils considèrent comme faire de la politique. Voilà, donc c'est comme ça. De toute manière, je pense qu'il faudra boire la coupe jusqu'à la lie, et après, en revanche, comme la Russie nous l'a montré, nous nous redresserons. Mais en attendant, effectivement, il n'y a pas de quoi se réjouir pour je dirais, pour les objectifs à court terme en tout cas. Allez, espérons, ayons un peu d'espoir. Sur le moyen terme, il peut se passer des tas de choses parce qu'il y a toujours effectivement un pays réel qui, même s'il se réduit, est toujours là et est solide. Et ça me permet de faire la transition précisément dans la partie économique de cette vidéo. Donc on a un peu bâclé l'économie les dernières semaines parce que évidemment les sujets de politico-stratégique, politico-diplomatique, armement, militaire, tout ça occupe le devant de la scène. Donc on va refaire un peu plus d'économie cette fois-là. Et on va commencer précisément par la France puisque le FMI s'inquiète de la trajectoire économique incertaine de la France. Alors là, on peut les rassurer tout de suite. La trajectoire incertaine, non, on sait très bien où on va droit dans le mur. Le pays, comme nous l'avons dit, la France telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas plus réformable que l'était l'URSS dans les années 80, donc on va percuter le mur. Mais ce qui est intéressant, ce sont les recommandations que fait le FMI, parce que je me souviens qu'à la fin des années 90, début des années 2000, les recommandations qui étaient faites par le FMI, c'était à la Russie, c'était par exemple la simplification fiscale, c'était des mesures qui finalement étaient empreintes de bon sens, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Vladimir Poutine, la flat tax sur le revenu, simplification de la fiscalité des entreprises, donc
tout d'un coup, il y a cette simplification a entraîné une augmentation des recettes fiscales, et puis on est rentré dans un cercle vertueux. Mais là, les recommandations du FMI, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le programme de la France insoumise. Il parle de faire la guerre aux niches fiscales, comme si le problème de la France, c'était la faiblesse de la fiscalité. Encore une fois, la France est le pays sans doute le plus taxé au monde. Il recommande de mettre fin au crédit d'impôt recherche, il recommande de ne pas investir dans l'intelligence artificielle, il recommande de ne pas investir dans le nucléaire, mais en revanche d'investir dans la transition énergétique, dont on sait que c'est une absurdité. Et puis à côté de ça, s'ajoute la recommandation d'une baisse des retraites, la réforme de l'allocation chômage, c'est-à-dire sa réduction, et en revanche, rien sur les frais de fonctionnement de l'État, qui, si on en croit les économistes qui valent la peine d'être suivis, comme Marc Toiti, on est à 150 milliards d'euros. Donc là-dessus, non, il n'y a pas d'effort à faire. Eh bien, pourquoi ? Parce que le FMI sait bien que le système français, qu'il veut absolument maintenir, est un système de clientèle. Et donc ces 150 milliards de fonctionnement, ça permet d'alimenter toute cette clientèle, tout cet électorat qui vit de subventions, d'organisations qui ne servent absolument à rien. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ces recommandations du FMI ? C'est-à-dire que le FMI ne veut absolument pas que la France change. La France doit rester un pays socialiste où les gens vivent pauvrement, ou comme à l'époque de l'URSS, en fait, ils sont à peu près au 20-25 du mois au bord de la banqueroute, mais ils peuvent tenir jusqu'au début du mois suivant, et ainsi de suite. Voilà, la population est tenue par une pauvreté parfaitement organisée, exactement ce que c'était en URSS. Donc ça, c'est l'objectif. Et le sens de tout ça, eh bien, c'est qu'en fait, la gauche mondialiste, qui était basée aux États-Unis, est en train de migrer en Europe. Et donc, certains pays se voient attribuer des fonctions où cette gauche va pouvoir se réfugier, métastaser et après se répandre. Alors, en dehors de l'Occident, ça m'apparaît compliqué, mais par exemple, revenir après, évidemment, aux États-Unis, si le successeur de Trump perd les élections. Donc aujourd'hui, la France, en fait, c'est un refuge du gauchisme occidental. Et c'est ce que l'on voit également d'ailleurs en Allemagne avec Friedrich Merz, où finalement toute la politique néoconservatrice des démocrates américains est reprise par l'Allemagne de Friedrich Merz. Et dans ce cadre-là, il s'agit de tourner toutes les ressources de l'Union européenne, militaires, même si elles ne sont pas nombreuses, ou économiques ou humaines, contre la Russie. Et c'est pour ça que Friedrich Merz, notamment, menace la Slovaquie, va menacer la Hongrie si jamais il refuse de suivre le bloc gaucho-occidental qui s'est réfugié à Berlin, à Paris et à Londres. Voilà un peu les forces politiques auxquelles la France a affaire. D'un côté, ce gauchisme français qui est né il y a 250 ans et qui vise à complètement détruire la France éternelle telle qu'elle est née il y a 1500 ans. Donc là, on est au bout avec l'euthanasie, notamment. C'est pour ça mon allusion au Soleil Vert. Finalement, Soleil Vert, pour ceux qui ne savent pas, c'est un film avec Charlton Heston qui raconte une histoire d'un New York dystopique dans laquelle l'euthanasie, comme en France désormais, est la norme, et où les gens vivent très pauvrement et sont alimentés par une tablette de Soleil Vert. Et on découvre à la fin du film, attention, je vais dire la fin du film, mais je pense que tout le monde a dû voir ce monument du cinéma. On s'aperçoit que finalement ces tablettes vertes, ce sont les cadavres de ces vieillards euthanasiés qui sont retraités. Voilà le monde que nous promet la gauche française. Évidemment, cette destruction de notre nation rend la France vulnérable à cette autre force, cette fois extérieure, donc cette gauche mondialiste qui est née aux États-Unis et qui va essayer de trouver un refuge en France en attendant de revenir métastaser ailleurs. Économie toujours, et j'ai pensé que ça valait la peine de revenir sur l'origine de l'erreur de calcul qui a fait que Bruno Le Maire, notamment, a pu croire qu'il pouvait provoquer l'effondrement de l'économie. Bien sûr, cette idée, on l'a expliqué dans notre ouvrage « Ukraine, pourquoi la Russie a gagné », ne lui est pas venue toute seule. Elle lui a été recommandée par un certain Philippe Martin, qui d'ailleurs est mort depuis, paix à son âme, et tout ça vient des États-Unis. Et en fait, tout ça, cette erreur d'analyse a été organisée par le Parti démocrate américain, par un homme qui s'appelle Dalip Singh, donc qui est d'origine indienne, comme on le voit, et qui était l'adjoint de Jack Sullivan, qui était le conseiller à la sécurité nationale. Et c'est lui, en fait, qui fournit cette analyse, comme quoi, avec les sanctions qui allaient être appliquées contre la Russie, le régime, entre guillemets, de Vladimir Poutine allait s'effondrer, les Russes allaient descendre dans la rue, Navalny serait président et on pourrait découper la Russie en morceaux. Et ce qui est intéressant, donc ils se sont fondés, tous ces gens-là, j'ai déjà expliqué, sur des modèles mathématiques. Donc tous ces modèles mathématiques se sont révélés complètement foireux, aussi bien pour les sanctions contre la Russie que pour le Covid-19. Et ce qui est intéressant, c'est que Dalip Singh avait
également une fonction très importante au sein de la Fed pour organiser l'économie, on va dire, de guerre contre le Covid-19 aux États-Unis. Donc on voit que finalement tout ça est connecté et que ce n'est vraisemblablement pas un hasard. En tout cas, ces sanctions ont eu des conséquences catastrophiques. On en a parlé pour l'Allemagne, provoquant le déménagement d'une partie des industries allemandes, notamment aux États-Unis, où l'énergie est moins chère. C'était une catastrophe pour la France. On se souvient de la crise des boulangers, pâtissiers, de toute l'industrie française qui a également, elle aussi, besoin d'une énergie bon marché. Et là où c'est le plus pathétique, je pense que c'est dans les Pays-Baltes, puisque les Pays-Baltes sont parmi les plus agressifs. Alors, eux n'ont quasiment plus d'industrie. Tout a été détruit par l'Union européenne. Mais ils continuent quand même à vouloir pousser un maximum de sanctions. Et on a eu le cas récent avec la Lituanie, où il y avait une usine d'ammoniac, Arkema, qui fonctionnait grâce au gaz russe, en transformation du gaz russe. Donc, à partir de 2022, évidemment, plus de gaz russe. L'usine a cessé de fonctionner aussi parce que le gaz qu'elle aurait pu importer à côté de ça était trop cher, donc l'usine n'était pas rentable, donc l'usine a fermé. Et la conséquence ultime pour Arkema et l'ammoniac en Lituanie, c'est que désormais la Lituanie importe son ammoniac transformé de Russie. Voilà. En 3 ans, c'est plus de 150 millions de dollars qui ont été donnés à la Russie en échange de l'ammoniac que la Lituanie était capable de produire elle-même en transformant le gaz russe. Encore une fois, les sanctions, c'est vraiment pour les cons. Le magazine allemand Bild nous le confirme d'ailleurs en expliquant que finalement la Russie gagnera plus d'argent en vendant ses hydrocarbures, donc gaz, pétrole indirectement, charbon, etc., à l'Union européenne, que l'Union européenne ne fournira d'aide financière à l'Ukraine. Voilà. Donc on a les chiffres qui sont tombés. La Russie gagnera 233 milliards d'euros grâce à l'exportation de ses ressources énergétiques et de matières premières, et plus de 20 milliards d'euros grâce à l'Union européenne. Et le chiffre ultime que nous fournit le magazine allemand Bild, donc, c'est qu'en février, les pays tiers ont envoyé à la Russie 640 millions d'euros, qui sont le résultat de la vente par ces pays tiers à des pays de l'Union européenne de matières énergétiques russes, du pétrole, du gaz, de l'uranium, du charbon, etc., etc. Voilà. Brillantes ces sanctions. Dernière nouvelle économique, c'était en Russie la journée des entrepreneurs. Et Vladimir Poutine a rencontré lors d'une conférence ouverte plusieurs représentants de ces entrepreneurs qui ont été capables très efficacement d'utiliser la politique de remplacement des importations liées aux sanctions contre la Russie. Et donc la conférence est disponible en français, traduite par RT en français. Je vous recommande de l'écouter. Pour moi, c'est vraiment un exemple de coopération entre un État de ce que j'ai appelé national-capitaliste et des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on voit Vladimir Poutine au milieu de ses ministres, de l'économie, des finances, etc., essayer de comprendre et d'agir sur ce que veulent les entrepreneurs et quasiment se mettre à leur service. C'est exactement la relation que doit avoir un État vis-à-vis, bien sûr, de son élite économique. Donc, rien que le ton de la conférence est vraiment extrêmement intéressant. On voit aussi les priorités qui ont été données par l'État russe vis-à-vis donc non seulement du gouvernement, mais des incitations qui sont faites vis-à-vis des entrepreneurs russes. Donc c'est bien sûr la modernisation, donc c'est la fourniture de robots, de machines-outils, le financement également quand c'est possible d'industries vertes. Par exemple, j'ai découvert qu'il y avait de l'électrométallurgie, donc qui permet de fournir du métal en utilisant l'électricité, et donc c'est beaucoup moins polluant, 60 fois moins polluant, et donc ça coûte un peu plus cher, mais là, dans ce cas, il y a des encouragements fiscaux qui sont demandés et proposés par le gouvernement russe. Là aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, la plupart de ces entrepreneurs, ce qu'ils veulent simplement, c'est être protégés le temps de la transition de la concurrence étrangère, et également les subventions, en fait, c'est une baisse d'impôts. Donc c'est pas l'État qui va prendre de l'argent à quelqu'un pour le redistribuer à un autre, c'est tout simplement l'État qui prend moins d'argent. Donc on est un peu dans le modèle de ce qu'on aimerait voir évidemment réalisé en France. Alors évidemment, dans la France turbo-socialiste actuelle, ça n'arrivera pas, mais on peut imaginer qu'une fois la crise de la dette passée, eh bien, la France se relève et puis s'oriente encore une fois vers ce modèle d'économie de marché que j'appelle le national-capitalisme. Un autre aspect qui a été évoqué, c'est le tourisme. Et là, c'est aussi, encore une fois, l'habileté de Vladimir Poutine. On l'avait vu au moment du Covid. La limitation, en fait, des voyages hors de la Russie a permis de développer
toute une infrastructure et aux Russes de découvrir qu'ils avaient un pays absolument génial. Personnellement, j'ai découvert Kaliningrad à ce moment-là et j'y vais chaque année maintenant depuis 2020. Donc ça, c'était grâce au Covid et c'était aussi cette capacité qu'a toujours Vladimir Poutine de rebondir d'une crise pour faire un bond qualitatif dans un autre domaine. Et là, de la même manière que, évidemment, la limitation des voyages pour les citoyens russes a permis de développer davantage toute une partie donc, de ce potentiel touristique en Russie qui est énorme, que ce soit les côtes de la mer Noire, que ce soit la Baltique, que ce soit la Sibérie, l'Oural, tout ce que vous voulez. Enfin, c'est l'extrême-orient russe. Le potentiel est tellement énorme et ça fonctionne bien. Et là aussi, l'État russe est à l'écoute des entrepreneurs pour leur permettre de se développer rapidement. Et une fois n'est pas coutume, je passe directement de la partie économique à l'Empire du mensonge et vous allez comprendre pourquoi. C'est à cause de ce titre qu'on a pu voir dans Le Figaro. Donc Le Figaro nous explique que Vladimir Poutine, donc dans cette conférence, aurait menacé les sociétés qui sont restées encore en Russie de les étrangler. Alors c'est complètement faux, c'est un mensonge pur. En fait, Vladimir Poutine s'en est pris aux sociétés qui font de la concurrence déloyale vis-à-vis des sociétés russes qui, par exemple, développent des logiciels. Donc c'est le sens de la discussion à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'un des fabricants de logiciels russes explique qu'ils sont en train de développer notamment des logiciels qui permettent de faire des vidéoconférences, mais qu'ils se trouvent face à la concurrence de Microsoft, de Zoom, qui font du dumping. Et évidemment, cette concurrence pose des problèmes pour le développement des logiciels 100% fabriqués en Russie. Ce à quoi Vladimir Poutine a répondu qu'il était prêt à prendre des mesures, d'autant plus que une société comme Microsoft a créé de nombreux problèmes en 2022 à ses utilisateurs russes en cessant de renouveler les licences, etc. etc. C'est dans ce sens-là. Et évidemment que les sociétés qui ont courageusement résisté aux pressions des États, des marchés boursiers qui sont restés en Russie, ces sociétés étrangères seront bien entendu largement soutenues par le gouvernement russe pour y rester et s'y installer et y faire racine. J'avais vécu exactement la même chose quand je suis arrivé en Russie il y a 25 ans, puisqu'on travaillait je travaillais pour Renault à l'époque, et la Russie avait été extrêmement reconnaissante à Renault, le fabricant d'automobiles français, d'être resté alors qu'il y a eu la crise de 98. Là, en revanche, évidemment, on a vu Renault partir une main devant, une main derrière au premier coup de canon en 2022. Pareil pour la Société Générale, sous la pression de l'État français, ce que j'appelle le socialisme de destruction économique. Et ce sera très compliqué pour ces sociétés-là de revenir. Mais encore une fois, les sociétés qui sont restées fermement, non pas celles comme Microsoft ou qui développent des programmes et qui les vendent ensuite sous licence en Russie, n'auront aucun problème pour se maintenir. Autre sujet qui a été évoqué toujours dans cette conférence, c'est notamment la personne qui parlait du développement du tourisme, c'est que la Russie achetait ses téléphériques et donc leur management à l'étranger, et du jour au lendemain, le management à distance, donc qui était numérique, a été coupé. Et les Russes ont été obligés de trouver une solution par rapport à cette coupure. Donc c'est de ça dont parlait Vladimir Poutine. Donc il ne s'agit évidemment pas de chasser les sociétés étrangères qui ont eu le courage de rester physiquement en Russie. Et toujours dans le domaine économique, le moment bunker. Das war ein Befehl! Et le moment bunker de cette semaine, c'est l'IFRI, une fois de plus. Et c'est une fois de plus Dominique Minnick. Souvenez-vous, on en avait parlé ça doit faire à peu près un an. Il avait fourni un rapport donc pour l'IFRI, donc évidemment destiné aux affaires étrangères françaises, au ministère de la Défense, dans lequel il expliquait que les penseurs militaires russes ne faisaient pas confiance à la stratégie russe pour l'opération militaire spéciale. Donc on avait démontré que tout cela était faux, et notamment les références qu'il faisait aux écrits russes à ce sujet-là n'avaient rien à voir avec ce qu'il disait. Donc c'est une technique de mensonge qu'on voit assez souvent finalement dans la presse néoconservatrice, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit dans leur relais en France. C'est ce qu'est l'IFRI, c'est un relais néoconservateur comme la Fondation pour la recherche stratégique, c'est-à-dire qu'ils citent des articles qui disent soit n'ont rien à voir avec ce qu'ils écrivent, soit disent exactement le contraire. Mais personne ne va vérifier. Et là, donc, ce Dominique Minnick pour l'IFRI a été invité devant une commission sénatoriale pour parler de la stratégie russe, etc. etc. Donc c'est très pénible à écouter. Ça n'a
absolument aucun intérêt, sauf de comprendre ce que pensent les néoconservateurs français sur la question ukrainienne. Mais en gros, si vous regardez LCI, vous le savez déjà, il est très verbeux, c'est des références, pseudo-références philosophiques de temps en temps, pour essayer en gros de faire passer des bobards gros comme lui. Mais ce qui est intéressant du point de vue de la propagande menée par l'IFRI, c'est que Minik nous explique que Vladimir Poutine ne s'intéresse pas aux questions économiques. Et de nouvelles sanctions en fait américaines ne changeraient pas les calculs du Kremlin, pour qui le politique, c'est important de le comprendre je crois, prévaut sur l'économique et de très loin. Or, comme je viens de vous le démontrer, je vous invite encore une fois à aller regarder ce modèle de conférence entre des acteurs économiques et des acteurs politiques. C'est exactement ce qu'on voudrait voir en France. Donc c'est complètement faux. Mais c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Je l'ai entendu chez Nicolas Tenzer, on l'entend régulièrement sur LCI, c'est-à-dire qu'en gros, Poutine est un communiste qui ne comprend rien à l'économie. Or, comme je l'avais déjà expliqué, la première interview qu'on a de Vladimir Poutine, on est encore en URSS, on est en 1991, il est à la mairie de Saint-Pétersbourg, et il reproche au communisme précisément de ne pas respecter le marché, c'est d'avoir aboli le marché pour l'économie soviétique. C'est le genre de réflexion qu'on aimerait entendre d'ailleurs chez des responsables politiques français, puisque la France ne peut plus être aujourd'hui considérée évidemment comme une économie de marché. Et donc au contraire, comme je l'ai souvent décrit, y compris dans mon premier livre, La Nouvelle Grande Russie, l'action économique de Vladimir Poutine est au moins aussi importante que son action politique. Et d'ailleurs, l'une n'aurait pas pu fonctionner sans l'autre, et réciproquement. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, et les questions économiques comptent de premier plan pour Vladimir Poutine. Et quand vous suivez d'ailleurs ses commentaires sur la vie économique russe, sur la monnaie, sur l'industrie, sur la modernisation, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, sur les grands projets nationaux, vous constatez au contraire une maîtrise parfaite de toutes ces questions. Alors que quand vous comparez, évidemment, la comparaison est facile, mais avec un Emmanuel Macron qui ne maîtrise absolument aucun de ces dossiers, je vous renvoie encore une fois à sa conférence de presse de 3 heures où c'est jamais de sa faute. C'est jamais de sa faute, il y est pour rien. La France est dans le mur, mais c'est pas de sa faute, c'est la faute à personne. Ça fait 50 ans qu'on est dans le socialisme, et puis là on est également Jean-Pierre Raffarin qui nous explique, ah bah oui, finalement, les 35 heures et la retraite à 60 ans, c'était une bêtise, fallait pas le faire. On se demande ce qu'il a fait quand il était Premier ministre. Donc le bunker de cette semaine, c'est celui de l'IFRI, dans lequel est enfermé ce pauvre Dominique Minik qui, tout en vivant dans un pays socialiste, se permet de donner des leçons d'économie à un pays comme la Russie, qui est un modèle de développement et de performance dans ce domaine. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo de Tom Benoît qui a été publiée il n'y a pas très longtemps. Politico-diplomatique maintenant, on va faire un peu plus court que les bulletins précédents. Un point important qui m'a apparu important de souligner, c'est qu'il y a désormais un affrontement entre la municipalité de Chisinau en Moldavie et le gouvernement moldave. Donc le gouvernement moldave a été prolongé, réélu grâce aux fraudes électorales dont nous avons parlé, donc soutenu par l'Union européenne, vraisemblablement encore l'immixtion de la France, on ne serait pas surpris de l'apprendre. Et donc ce gouvernement est un gouvernement sorosien, LGBT, etc., qui rêve de rentrer dans l'Union européenne, et donc qui remplit toutes les conditions de respect de la propagande LGBT pour pouvoir y parvenir. Mais la municipalité de Chisinau s'oppose à cette propagande. Et ce qui prouve que, quelles que soient les manipulations électorales, malgré tout, il y a ce mouvement de fond en Europe de l'Est contre le modèle sociétal de l'Occident dégénéré. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il était important de souligner. Quelles que soient les manipulations électorales dans ces pays, finalement, ce mouvement de contestation de l'Occident dégénéré prend de l'ampleur dans les pays d'Europe de l'Est, et c'est une excellente nouvelle. Ukraine maintenant, et je ne vais pas commenter les déclarations de Donald Trump. Donc Poutine est fou, c'est pas bien qu'il bombarde l'Ukraine, il faut pas le faire, et Zelensky aussi, c'est pas bien, etc. Bon, toutes ces déclarations de Donald Trump qui peuvent se contredire d'un jour sur l'autre n'ont aucun intérêt, on l'a déjà dit. Ce qui compte, c'est ce que fait Donald Trump. Pour l'instant, ce qu'on le sait, c'est qu'il force Zelensky à aller négocier avec les Russes à Istanbul, alors que Zelensky ne voulait pas le faire. Et puis, ce qu'il faut voir maintenant, c'est quelles sanctions seront prises contre la Russie ou pas. Est-ce qu'il retournera devant le Congrès pour demander du soutien financier et du soutien militaire à l'Ukraine? Est-ce qu'il accepterait de vendre des armes à l'Union européenne pour qu'elle le donne à l'Ukraine? Quelle est la contribution de l'état-major américain dans les mois qui viennent à l'effort de guerre ukrainien, notamment dans le domaine du renseignement? Voilà. Tout ça, c'est des choses qui seront très concrètes et on va voir ce que ça va donner à ce moment-là. Mais pour l'instant, il n'y a aucun commentaire à faire. La seule chose à retenir, c'est que le 2 juin, les négociations doivent reprendre à Istanbul entre Kiev et Moscou. Du point de vue de Trump lui-même et du point de vue, je dirais, des nationaux conservateurs européens, notamment en France, pour nous, il est extrêmement important que Trump se retire.
pas pour la Russie, parce que la Russie, quoi qu'il arrive, va gagner la guerre, mais pour que Trump ne fasse pas partie du club des perdants. Aujourd'hui, il y a un club des perdants, c'est Macron, Merz, Tusk et Starmer. Et c'est une très bonne chose. Ça va déstabiliser les régimes politiques gauchistes en Europe. Donc c'est une chose extrêmement positive et ça va déstabiliser l'Union européenne. Mais en revanche, nous n'avons pas du tout besoin que Trump soit déstabilisé en faisant partie des perdants face à la Russie dans le conflit ukrainien, puisque sur certains côtés, il fait de l'excellent travail. On n'en parle pas beaucoup, mais ce que fait Kennedy Jr. dans le domaine de la santé aux États-Unis, c'est remarquable. La lutte contre le lobby LGBT également aux États-Unis, qui aura forcément des répercussions en Europe, est également une excellente chose. Donc, pour Donald Trump lui-même, il faut qu'il se désengage et le plus tôt possible. Et ce serait mieux, à mon avis, s'il cessait de faire des commentaires toutes les 24 heures sur ce qui se passe en Ukraine et sur sa relation avec Poutine et sur sa relation avec Zelensky, etc., etc. Il est temps de laisser les diplomates agir. Puisqu'on parle du club des perdants européens, on a eu une séquence assez tragicomique donc, entre Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand, et Vladimir Zelensky, puisque eh bien, les déclarations là aussi ont été contradictoires. Donc Friedrich Merz a commencé à dire que désormais la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne avaient levé les limitations d'utilisation des armes balistiques, missiles donc de l'OTAN. Donc ça, évidemment, on le savait. Ça date de l'époque de Biden. C'est les derniers cadeaux que Biden a fait avant de quitter la présidence. Donc il n'y avait rien de nouveau là-dessus. D'ailleurs, je suis intervenu sur RT International en anglais et c'est l'analyse que nous avons faite. De toute manière, encore une fois, la portée la plus longue, c'est 500 km. Ça ne va pas jusqu'à... C'est le Taurus, même s'il a été livré, ce qui à mon avis ne sera pas le cas, même s'il a été livré, eh bien cela ne permettrait pas d'atteindre Moscou. En revanche, Moscou, et on va le voir, peut être atteint par des drones, ces espèces d'ULM qui sont fabriqués par les Kieviens avec l'aide des Occidentaux et qui peuvent voler très loin, non seulement jusqu'à Moscou, mais même jusqu'à Samara, hein, jusqu'à 1000 km. Donc ça, c'est un point qui est important de souligner. Et finalement, ce qu'on voit surtout, c'est que ce pauvre Friedrich Merz ne sait pas où donner de la tête. Et il raconte à peu près n'importe quoi, puisqu'il avait promis beaucoup de choses. Donc le but, encore une fois, c'est de transférer les ordres du jour des néoconservateurs américains aux pays européens, essentiellement l'Angleterre, la France et l'Allemagne. La tournée diplomatique d'Emmanuel Macron en Asie a surtout été marquée par la gifle que lui a donnée Brigitte Macron au moment où il atterrissait à Hanoï. Mais sinon, sur le principe, faire une tournée en Asie est une excellente chose puisque, effectivement, eh bien, le 21e siècle économiquement sera asiatique. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, comme l'a très bien souligné Laurent Michelon, je vous renvoie à ses vidéos sur sa chaîne La Valise Diplo, eh bien, Emmanuel Macron n'a fait que répéter ce que disent les Nord-Américains contre la Chine avec cette idée de la zone Indo-Pacifique. C'était rebaptisé Asie-Pacifique en Indo-Pacifique puisque le rêve donc des néocons américains et même on peut le dire également d'ailleurs des paléoconservateurs comme Donald Trump, c'est d'orienter contre la Chine tous les pays d'Asie possibles et inimaginables, à commencer par l'Inde, d'où le fait de rebaptiser la zone Asie-Pacifique par Indo-Pacifique. Voilà, Emmanuel Macron est incapable évidemment d'avoir une politique indépendante pour la France. Donc c'est un voyage pour rien qui n'aura mené que des humiliations et surtout qui risque de nous brouiller avec la Chine qui pourtant devrait être un partenaire essentiel, voire peut-être même le premier partenaire économique de la France aujourd'hui. Nous avons besoin d'elle pour nous réindustrialiser, pour avoir accès à ces technologies qui nous sont maintenant complètement étrangères après 50 ans de socialisme où quasiment tout a été détruit. Terrorisme maintenant, d'après le ministre de la Défense finlandais, la Russie est désormais contrainte d'escorter les tankers de sa soi-disant flotte fantôme. Je rappelle que la piraterie en mer Baltique a été introduite récemment par l'OTAN qui veut se réserver le droit d'arraisonner des bateaux lorsqu'ils sont dans les eaux internationales. Donc évidemment, encore une fois, c'est totalement illégal et la Russie est déjà intervenue une première fois contre l'Estonie. Et si réellement la Russie a commencé à escorter ces tankers, c'est-à-dire que la tension en mer Baltique devient extrêmement inquiétante. Et encore une fois, je pense que ce qui se passe en mer Baltique est bien plus dangereux pour la sécurité de l'Europe que ce qui se passe en mer Noire, où finalement les choses sont globalement stabilisées. Deuxième nouvelle terroriste, alors qui ne nous réjouit pas, c'est que notre ami Youssef Indy, dont je vous recommande les analyses, eh bien, est convoqué par une officine de la lutte contre le terrorisme, alors comme témoin, donc il n'est pas
Il n'est pas inculpé, hein, sinon il serait déjà en garde à vue, comme il le dit lui-même. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est que, il y a un durcissement du régime d'Emmanuel Macron qui, face à la contestation grandissante qu'on rencontre dans toutes les sphères de la société, se radicalise. On l'a vu déjà en 2018 au moment des Gilets jaunes, et visiblement, c'est quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, on va suivre ça avec intérêt. Encore une fois, n'hésitez pas à aller apporter votre soutien à Youssef Indy, qui en a besoin dans ces moments difficiles où là, il est seul face au régime. Armement maintenant, on revient rapidement sur les déclarations maladroites de Friedrich Merz. Donc, comme je l'ai dit, il y a peu de chances que l'Allemagne livre des Taurus parce qu'il y a des sous-ensembles américains et que les Américains n'ont pas donné leur autorisation, parce qu'il faudrait des soldats allemands pour déployer ces armements et que c'est illégal du point de vue de la constitution allemande. Et puis aussi parce que de toute manière, ça ne changerait rien, parce que en mettant que l'Allemagne tape dans ses propres stocks, elle pourrait livrer 100, 150 Taurus, ça ne changera absolument rien sur la ligne de front. Même si jamais il arrivait à balancer un Taurus sur le toit du Kremlin, ça ne changerait rien sur la ligne de front. Et la ligne de front, comme on va le voir, est largement en faveur, elle bouge largement en faveur des Russes depuis maintenant plusieurs mois. Ce qui sera vraisemblablement livré par l'Allemagne, ce sont des systèmes Mars 2 qui portent à 85 km. Ce sont des missiles M30, M31 guidés qui eux aussi ont déjà été livrés, ou des systèmes assez proches qui, pareil, ont une portée de 70-80 km. Donc absolument pas de game changer une fois de plus. Nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, les livraisons d'armes américaines à l'Ukraine touchent à leur fin. Le dernier paquet, donc, qui était assez important, fourni par Joe Biden, achève d'être livré. Et pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui est prévu. Là aussi, c'est encore une fois, c'est là-dessus qu'on jugera Donald Trump. La question que pose Bloomberg, et paraît-il qu'il y aura des négociations, c'est que l'Union européenne serait rentrée en négociation avec Washington pour acheter des armes à Washington et pour les livrer à l'Ukraine. Donc ça, c'était un des scénarios que nous avions évoqué, qui est possible, voire probable. C'est-à-dire que, encore une fois, la défaite de l'OTAN sera une telle défaite pour le club des 4 perdants, Macron, Merz, Starmer et Tusk, qu'ils seront prêts à se ruiner en armes américaines pour les livrer à Kiev pour gagner quelques mois de guerre supplémentaires, sans d'ailleurs savoir trop ce qu'ils cherchent exactement, quels sont les objectifs stratégiques. Je pense que d'ailleurs plus personne n'en a réellement au sein des pays de l'Union européenne ou de l'OTAN. À suivre donc. Considération militaire générale maintenant et échange de prisonniers. Donc c'était le résultat tangible de la première rencontre à Istanbul entre Kiev et Moscou. C'était un échange de 1000 contre 1000. Ce que l'on a découvert à l'occasion de ces échanges de prisonniers, c'est que Kiev ne savait même pas combien ils avaient de prisonniers russes. Puisqu'en fait, ils n'ont trouvé que 523 militaires russes à échanger. Alors que les Russes, eux, ont des ressources en prisonniers ukrainiens quasiment inépuisables. Ils ont pu en aligner 1000 immédiatement. Kiev n'en a trouvé que 523. Visiblement, il règne une telle anarchie au niveau du haut commandement et des autorités ukrainiennes qu'ils ne savaient pas précisément combien ils en avaient. Et pour compenser ce manque de prisonniers, ils ont donné 300 civils de la région frontalière de Koursk qui ont été kidnappés, puisque quand vous envahissez une région, quand il y a des civils, normalement, vous n'avez pas le droit de les enlever, de les kidnapper. Alors, en plus, on a eu des images, ils se sont filmés en août 2024 en train de le faire, et donc ces gens-là étaient retenus prisonniers, des civils prisonniers, contre toutes les règles possibles du droit international, et ce sont ces gens-là qui ont été échangés contre des soldats ukrainiens. Là, notez que la Russie a accepté. Et à côté de ça, comme pareil, le quota des 1000 n'était pas atteint, les Kieviens, le régime de Kiev, a commencé à échanger ses propres citoyens qui avaient été accusés de soutenir la Russie. Soit par des commentaires sur Internet, soit sur des accusations plus ou moins frauduleuses, ou certains, effectivement, qui avaient envoyé des renseignements de déploiement de troupes ukrainiennes à la Russie. Donc, contre la propre constitution ukrainienne, ils ont décidé d'échanger leurs propres citoyens contre des soldats ukrainiens. Ce qui prouve bien d'ailleurs aussi que c'est une guerre civile, en fait. Et le dernier point qui me paraît extrêmement important, c'est qu'il n'y a pas eu de prisonniers d'Azov échangés par les Russes, notamment ceux qui ont été capturés à Mariupol, qui sont des criminels de guerre, qui ont été condamnés à de la prison. Certains ont pris 25 ans de prison, je crois, pour des crimes de guerre. En plus, il y a des témoins, les habitants de Mariupol ont été là pour témoigner. Donc ces gens-là ont été condamnés, et les bandéristes d'Azov, notamment, espéraient pouvoir les échanger en se disant que comme c'est des bandéristes, ils auront la priorité. Et ça n'a pas eu lieu, je pense sans doute pour la raison que j'ai dit, c'est-à-dire que de toute
toute manière, l'Ukraine n'a pas grand-chose à échanger. Ensuite, il y avait la pression de Washington qui voulait que cet échange ait lieu, puisque on peut dire que c'est un succès pour Donald Trump. Et d'ailleurs, donc l'un des chefs de Azov, au moment du siège de Mariupol, le fameux raidiste, donc Prokopenko, hein, on se souvient, ils étaient tous les deux là filmés dans Azovstal en disant qu'ils se rendraient jamais. Et puis finalement, ils se sont rendus et l'usine est tombée très très rapidement grâce au fameux général Mordvitchev. Et comme on l'a dit, les défenseurs de Mariupol se sont très mal battus puisque ceux qui donnaient l'assaut étaient à 1 contre 1, alors que normalement pour un assaut, il faut être au moins à 3 contre 1. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et surtout, c'est un message envoyé aux bandéristes qui sont encore du côté ukrainien, c'est-à-dire si vous commettez des crimes de guerre dans les villes qui vont être libérées par la Russie, on espère Kharkov, on espère Odessa, etc., quand vous serez capturés, vous serez des droits communs. Vous ne serez pas considérés comme des prisonniers de guerre si vous commettez des crimes de guerre. Donc ça, c'est le message très important qui a été donné dans le cadre de cet échange de prisonniers. Toujours dans le domaine du personnel et des ressources humaines, en quelque sorte, eh bien, le Wall Street Journal confirme ce qu'on a pu lire à la fois du côté ukrainien et également du côté russe, c'est-à-dire que le contrat qui avait été proposé aux jeunes Ukrainiens, donc entre 18 et 24 ans, pour rentrer moyennant des finances importantes comme volontaires dans l'armée ukrainienne, eh bien, n'a absolument pas fonctionné. Et que, selon les estimations, eh bien, sur les 3 derniers mois, entre 400 et 1500 au plus haut, donc 1500 c'est ce que disent les Ukrainiens, 400 c'est ce que dit la BBC, eh bien volontaires se sont engagés selon ces modalités. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, la jeunesse ukrainienne ne veut pas mourir pour l'entité ukrainienne. Personne ne croit à cet État failli qui n'a jamais été une nation et qui ne le sera jamais. Quand la jeunesse ne veut pas mourir pour une nation, c'est que la nation n'existe pas. C'est confirmé par le Wall Street Journal. Et dernière considération militaire générale, et ça on le trouve beaucoup dans la presse anglo-saxonne, mais également même dans la presse occidentale en général, y compris française, c'est la supériorité en matière de drones de la Russie. Donc sur les drones, je dirais à moyenne et longue portée, comme ceux qui frappent en permanence le territoire ukrainien, ça c'est contesté par personne, y compris par Kiev. Donc là, les Russes ont une capacité de production extrêmement importante et surtout, ils produisent plus qu'ils ne consomment. Donc ça, c'est quelque chose qui annonce un peu les jours sombres et explosifs qui attendent les infrastructures ukrainiennes. Ça, c'est une première chose, mais même y compris sur le champ de bataille. Alors ça, pour être parfaitement honnête, ça contredit une partie des informations que moi j'avais pu recueillir lorsque j'étais dans le Donbass, c'est-à-dire que dans certains domaines, notamment dans le drone classique, hein, le drone à la première personne, là, j'ai plusieurs fois entendu que les Ukrainiens étaient encore supérieurs en quantité. Pas en qualité, mais en quantité. Mais d'après les articles qui sortent, là je vois dans la presse, encore une fois occidentale, hein, là, visiblement ces dernières semaines, les Russes non seulement ont rattrapé leur retard, mais même ont largement dépassé. Et surtout, l'organisation de l'utilisation de ces drones est largement supérieure côté russe par rapport à ce qu'on observe du côté kievien. Là aussi, la supériorité des dronistes russes, c'est le drone à fibre optique, qui est parfaitement imbrouillable. Et on a vu d'ailleurs ces drones pouvoir voler jusqu'à 30 km en arrière des lignes. Il y a a priori un drone aurait frappé au nord de la partie nord de la ville de Kharkov. Donc là, ça veut dire que les choses deviennent très très compliquées pour le régime de Kiev, notamment dans la destruction des lignes logistiques. Voilà pour ce qui est des drones. Nous revoilà sur la carte des opérations militaires. On va commencer par les frappes dans la profondeur. Donc, comme on l'a dit, il y en a eu énormément de part et d'autre. Bien sûr, le volume côté russe est supérieur, puisque bien, les capacités de production, comme on l'a dit, sont largement supérieures. Les Russes ont frappé du côté de Nikolaïev, du côté d'Odessa, toujours en banlieue de Kiev, donc des images assez impressionnantes. Les Ukrainiens ont riposté, n'ont pas vraiment touché de cibles stratégiques, mais tout de même, symboliquement, la ville de Moscou a été touchée au sud, à peu près à cet endroit-là. Sans doute que ce qui était visé, c'est le quartier d'affaires un peu plus au nord du côté de Moskva City. Il faut tout de même souligner que dans la région, donc près de Moscou, de Zelenograd, donc qui est un peu le centre de toute la recherche high-tech, hein, l'espèce de Silicon Valley russe, toute proportion gardée, là, eh bien, un technoparc a été touché. Bon, quel est le résultat exact, on ne le sait pas. Mais là, on pourrait dire que ça a du sens stratégique. Maintenant, revenons sur la ligne de front. Donc, les Russes continuent leur avancée dans la région de Soumy pour créer cette fameuse zone tampon. Les chaînes d'information ukrainiennes commencent à paniquer puisque les Russes eh bien, enchaînent les prises de localités les unes après les autres. Konstantinovka a été prise, Volodymyrovka a été prise, Belovodé a été prise,
Kakhovka serait sur le point d'être prise. Donc on voit que les Russes avancent bien et à un bon rythme, hein. Le but, c'est une zone tampon et qui pourrait très bien aller jusqu'à la prise de la ville de Soumy. Donc là, les Russes avancent bien. Plus à l'est, dans la région de Kharkov, le front de Vovchansk s'est réactivé. On se souvient qu'au mois de mai d'il y a un an, les Russes avaient également voulu créer une zone tampon dans la région. Il y avait partiellement réussi. Et là, visiblement, l'offensive a repris, puisque les Russes se sont emparés de toute la partie de la ville de Volchansk qui se trouve au nord de la rivière Vovcha. Ici, à peu près. Voilà ce que ça donne. Et là, pour l'instant, eh bien, tous les analystes s'interrogent pour savoir quel est l'objectif de cette manœuvre. Est-ce que c'est pour attirer des réserves, donc une espèce de diversion, ou est-ce que c'est parce que quelque chose de plus large se prépare avec une pince qui partirait de l'est et qui rejoindrait l'ouest, donc autour de Veliki Burluk à cet endroit-là. À voir, d'autant plus que les Russes, eux, continuent à avancer également donc à l'est et se sont emparés de la localité de Stroivka à cet endroit-là. Plus au sud, hein, donc dans la direction de Krasny Liman, ici. Là, les Russes ont réussi un joli coup puisqu'ils se sont emparés de Ridkodoub, ici. Or, comme on le voit, eh bien, ça fait que toute la zone entre la rivière Jerebets et la rivière Oskol est désormais fermée par l'armée russe. Donc, pour approvisionner Liman, désormais, il faut franchir un cours d'eau. Et si les Russes réussissent à développer leur offensive vers le sud, eh bien, il faudra passer par la rivière Donetsk, ce qui sera extrêmement difficile. Donc, belle opération de ce côté-là pour les Russes. Les Russes ont également consolidé leur position en direction de Seversk et se sont complètement emparés de Verkhnokamenskoye. Ici, ça a été confirmé par rapport à la semaine dernière. Les Russes continuent à déployer leur poussée donc en direction de Kramatorsk et de Konstantinovka. Ici, comme il fallait s'y attendre, eh bien, les troupes ukrainiennes qui étaient stationnées se sont fait chaudronniser. Donc ceux qui ont pu s'enfuir eh bien, s'en sont sortis. Les autres seront capturés ou détruits sur place, hein. Les Russes se sont emparés de la localité de Romanovka, la quasi-totalité de Zoria et se sont emparés également de Stara Mihailovka et de Gnatovka, ici. Voilà, les Russes continuent leur progression. Ils continuent leur progression également, ça devient très inquiétant pour les Otano-Kieviens, c'est-à-dire qu'ils continuent à pousser vers le nord en direction de ces axes d'approvisionnement qui sont déjà sous le feu des drones, de certaines catégories de drones russes, hein, on le voit. Ils continuent à avancer sans que rien semble pouvoir les arrêter. Par rapport à la semaine dernière, ils se sont emparés de Popov-Yar, de Poltavka. Ils seraient déjà rentrés à Rusun Yar. À l'heure où je tourne cette vidéo, le village Shevchenko-Pervé aussi a été libéré. Les Russes auraient également complètement libéré Malinovka, mais ce n'est pas confirmé, et seraient même entrés à Myrne, ici. Et là aussi, un petit chaudron aurait été créé. Donc, comme on le voit, la dynamique russe dans la zone ne s'arrête pas. Plus au sud, donc c'est à cet endroit-là, on se posait la question que la frontière de l'oblast de Dniepopetrovsk, c'est-à-dire de Yekaterinoslav, a été percée donc par les troupes russes. Voilà. Donc pour l'instant, on est plus au niveau du symbole que du succès tactique, mais c'est important de le souligner. L'objectif, évidemment, c'est la localité de Novopavlovka à cet endroit-là. Les Russes continuent également à pousser plus au sud et se sont emparés de Odradne ici. Ils se sont également emparés de Zelenopol et là aussi, ils vont bientôt pénétrer à l'intérieur du territoire de la région de Dniepopetrovsk et a priori aussi de Novopol, mais ça aussi, c'est pas confirmé, donc on verra la semaine prochaine. Voilà, donc les Russes dominent sur la totalité de la ligne de front. J'enlève la ligne de front de la semaine dernière.